Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors ça y est, on nous annonce un cloud a priori souverain dont on aurait l'entière maîtrise puisque derrière il n'y a que des entreprises françaises. Mais comment faire pour éviter de retomber dans les pièges d'un cloud 100% français qui échouerait? Comment faire aussi pour relever le défi d'attaquer ce marché qui est déjà largement préempté par des mastodontes étrangers? Ce sera le sujet de l'interview en ouverture de cette édition. Ensuite, dans le débrief, on va parler de ces autres actualités qui agitent la tech. Et puis, je vous proposerai de découvrir une application de reconnaissance des animaux. On terminera évidemment cette édition par notre chronique Où va le web? Mais donc d'abord, on parle de ce cloud 100% français qui arrive avec une alliance de choc. C'est l'interview dans Smart Tech. Le jeudi, c'est vraiment le jour de l'actualité forte dans Smart Tech. On va évidemment débriefer de ces grandes news du secteur avec Alain Staron, notre disrupteur Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Et Alain, vous serez en compagnie de Julien Pillot qui sera avec nous à distance, mais il est déjà fort préparé. Avant, on va commencer avec ce qui est l'actu de la semaine, mais c'est même l'actu là très chaude, puisque l'annonce date d'hier avec Olivier Vallet. Vous allez nous parler d'une alliance choc dans le domaine du cloud. Je dis choc parce qu'on l'attendait depuis longtemps, cette alliance 100% française pour nous offrir un cloud sur lequel on aurait une entière maîtrise. Olivier Vallet, je rappelle quand même que vous êtes le président directeur général de DocaPost, filiale numérique du groupe La Poste, et donc le chef de file aussi de ce projet qui embarque Dassault Systèmes, Bouygues Télécom, la Banque des Territoires. Donc des acteurs 100% français pour un cloud 100% souverain, c'est ça Olivier Vallet l'objectif? Absolument, vous l'attendiez, on l'a fait. En tous les cas, on va essayer de le réaliser. Oui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, à quatre, construire ce cloud souverain qui va vraiment, dont notre colonne vertébrale est vraiment d'essayer d'utiliser de la technologie française, de pouvoir bien sûr maîtriser les données et ses exploitations, puisque c'est ça le sujet. Et on a quatre acteurs qui sont réellement très complémentaires et qui ont dans leur constitution, dans leur ADN, le fait de porter cette confiance et cette souveraineté. Alors, je vais vous demander pourquoi eux, pourquoi ces acteurs. Bon, alors pourquoi vous? Vous allez me dire, d'abord, parce que moi, je suis chef de file, ok. Non. Mais Dassault Systèmes, Bouygues Télécom, la Banque des Territoires. Donc, moi, déjà, quand j'entends Bouygues Télécom, je pense opérateur, et là, ça me replonge dans ces grands projets, ces grands plans cloud français qui ont échoué. Alors pourquoi ces quatre acteurs? Déjà, peut-être, si on fait un petit peu d'histoire, DocaPost, nous, ça fait à peu près 2 ans qu'on se dit que de toute façon, quand on se positionne comme le leader de la confiance numérique, là, on va faire plus de 820 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va passer la barre du milliard d'euros l'année prochaine. On a besoin d'être un acteur majeur sur le marché du cloud. C'est pas optionnel, il faut qu'on trouve la manière de pouvoir s'associer. Je ne vous cache pas qu'on a été approché par pas mal d'acteurs, puisque nous, on apporte tous les services de confiance. Donc, je vous rappelle, l'identité, la signature, l'archivage, le vote. Et vous êtes hébergeur de données de santé. Et on est hébergeur de données de santé, puisque on a aussi le label HDS, qui est le label pour pouvoir héberger des données de santé. Et puis, on a... Mais quand vous dites approché par quel genre d'acteurs? Approché par beaucoup d'acteurs qui se disent aujourd'hui que si on veut créer un cloud français de ou confiance... étranger? Non, plutôt français. Puisque c'est ce qu'on porte dans notre ADN. Et puis, on a réfléchi à quels étaient les acteurs sur le marché avec lesquels on pourrait s'associer. Pourquoi Dassault Systèmes? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Dassault Systèmes a une filiale qui s'appelle Outscale, qui a déjà fait des investissements sur des infrastructures, puisqu'ils ont déjà le label Secnum Cloud sur la partie IaaS, donc la partie infrastructure. Dassault Systèmes est un industriel. Je n'ai pas besoin de dire que c'est quand même un leader mondial autour du logiciel, qui dispose aussi d'une surface financière extrêmement importante, parce qu'on est sur des projets d'investissement sur le long terme. Et puis, on a vu tout de suite qu'on se comprenait, qu'on partageait la même vision sur la confiance et sur la souveraineté, et qu'ensemble, on était très, très complémentaires. Ensuite, pourquoi Bouygues Télécom? On se dit que de toute façon, dans un cloud, il y a quand même un sujet de connectivité, il y a un sujet aussi d'objets connectés. Bouygues Télécom est aussi présent dans les collectivités territoriales, donc on s'est dit que c'était aussi pertinent d'embarquer un opérateur comme Bouygues Télécom qui, là aussi, porte dans son ADN la confiance et la souveraineté. Et puis, la Banque des Territoires, pourquoi la Banque des Territoires? Elle joue son rôle d'investisseur, de présence aussi dans les territoires, et on avait besoin de quelqu'un qui soit aussi capable de nous aider sur la partie financement pour pouvoir reconstruire ce consortium. Donc, c'est vraiment 4 acteurs qui sont vraiment complémentaires et qui ont un intérêt commun, une fois encore, confiance et souveraineté qui sont les 2 piliers qui vont nous animer. Olivier Vallet, je vous relance quand même sur ces anciens
plans cloud qui ont échoué. Est-ce que vous avez re-regardé ce sujet pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs? Oui, alors pour être très franc, j'ai même lu le rapport de la Cour des comptes, Oui. puisqu'à l'époque, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a analysé le chèque. Franchement, on est juste dans un autre monde, parce qu'il s'est passé déjà je ne sais pas combien d'années. Et la grosse différence, c'est qu'à l'époque, on parlait de construire une offre qui partait from scratch de rien du tout, alors que là on est déjà sur des choses existantes, il y a une maturité du marché qui n'a juste rien à voir, et là on est... Et c'est vrai que le sujet de la souveraineté, à l'époque, c'était une préoccupation, mais aujourd'hui ça devient vraiment une stratégie politique. C'est une stratégie politique, et de toute façon ça va devenir même, c'est devenir obligatoire, puisque de toute façon, pour répondre aux appels d'offres de la sphère publique et éventuellement des OIV demain, il faudra de toute façon avoir le label Secnum Cloud, donc c'est pas optionnel. Et puis le marché explose, puisqu'on est sur un marché qui est donné à plus de 30% de croissance par an, Ouais. Et il y a une attente des clients aujourd'hui avec des offres qui n'existent pas encore, et il y a beaucoup de clients qui les attendent. Mais alors, donc on a quand même déjà ce marché largement préempté par les géants qu'on connaît très bien, qui nous viennent d'outre-Atlantique. Comment est-ce que vous allez pouvoir positionner cette offre pour qu'elle soit compétitive? Il ne suffit pas de dire on est 100% français. Absolument, vous avez entièrement raison. Déjà peut-être quelques informations sur la manière dont on s'y est prise. D'abord, ça fait 11 mois qu'on travaille ensemble et on a vraiment pris la décision de ne pas faire d'annonce tant que nous n'étions pas d'accord les quatre sur toute la dimension juridique, répartition des clients, segmentation, verticalisation. Donc tout ça c'est fait. On a vraiment travaillé très très fortement avec ces quatre acteurs. On est vraiment maintenant dans la phase où on va créer cette société. Parce que là, oui, vous m'avez dit, vous l'attendiez, on l'a fait. C'est pas fait tout à fait. Hein. C'est pour 2023. On a fait en tous les cas l'ambition de l'annoncer. Maintenant, en effet, vous avez raison. Il va falloir qu'on passe à l'action et qu'on construise les offres, notamment sur la partie PaaS et SaaS, puisque la partie IaaS existe déjà. Mais donc où on en est aujourd'hui, c'est qu'on toute la partie juridique est réglée. On a aussi décidé d'être extrêmement pragmatique et de cibler des secteurs d'activité. Donc on ne veut pas se positionner comme qu'un offreur de cloud généraliste. On a ciblé le secteur public, collectivité territoriale, État et collectivité territoriale, la santé, sur lequel il y a un enjeu majeur aujourd'hui autour des données, et un enjeu majeur de sécurité, et puis la banque et l'assurance. Donc c'est ces trois secteurs de marché qu'on a décidé de cibler. On va être très pragmatique, donc on va lancer des offres de services dès 2023 basique, IaaS, on va construire des offres sur la partie plutôt plateforme, la partie PaaS, et puis progressivement, on va venir enrichir ce catalogue de services en venant agréger d'autres acteurs français et européens. Il y a plein d'éditeurs aujourd'hui, il y a d'autres acteurs français qui peuvent venir rejoindre ce consortium pour pouvoir venir enrichir ce catalogue de services et offrir une offre qui sera plus large. Donc on va construire ça de façon très pragmatique. Est-ce qu'on peut être compétitif aussi en termes de tarifs en France ? Oui, on peut être compétitif puisque, d'abord, on n'a pas le choix, puisque je pense que ça serait illusoire de penser que, parce qu'on s'appelle Dassault, Docapost, Bouygues, qu'on pourrait vendre plus cher. Donc je pense qu'on a intégré dans notre business plan le fait que de toute façon, on va investir et que la rentabilité de cette opération se fera sur la durée. Et on est conscient aujourd'hui qu'il va falloir qu'on soit dans une offre compétitive au niveau des meilleurs du marché. Donc ça, on l'a intégré dans notre business model, puisque c'est pas optionnel. Et je précise qu'on va créer une société. Et pourquoi on crée une société? C'est justement... Numspot, c'est ça? Numspot, c'est le nom de la société. On est en train de recruter l'équipe dirigeante. Et on a créé une société justement de manière à pouvoir lui donner les moyens d'avoir l'agilité de créer cette société et d'avoir la bonne agilité dans la construction des offres. Et nous, les quatre acteurs, on va apporter notre puissance financière, notre savoir-faire, mais en tous les cas, la société va être construite comme une start-up et alors, qui va la diriger? Qui se lancerait. Ben ça, vous le saurez dans très peu de temps. Non, je pensais qu'on allait la prendre aujourd'hui même. Pas encore, sur le plateau de Smartech. Tant que ce n'est pas signé, je ne me permettrai pas de l'annoncer. Mais je peux vous dire qu'on a déjà identifié le ou la candidate et l'équipe dirigeante. Donc on l'annoncera très très prochainement. Bon, on va patienter. Je voulais quand même vous interroger aussi sur la question de la sécurité. Est-ce que les données de santé, la finance et tout ça, c'est vraiment clé. On a quand même Guillaume Poupard, qui est encore aujourd'hui le président, non, c'est pas le président, c'est le directeur, merci, de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a déclaré à l'occasion d'une audition au Sénat que les acteurs français du numérique n'étaient pas capables de développer un cloud de haut niveau avec des technologies exclusivement françaises. Donc première question, est-ce que vos technologies seront exclusivement française? Et deuxième question, parce que Guillaume Poupard, quand il fait cette déclaration, c'est parce qu'il a une préoccupation première qui est la sécurité. Et pour lui, la sécurité, aujourd'hui, n'est pas garantie par des solutions 100% françaises.
Franchement, enfin, je ne me permettrai pas de commenter les propos de Guillaume Poupard, qui en plus, je pense, c'est quelqu'un qui a tout fait justement pour pouvoir encourager le développement de la confiance, le développement d'acteurs souverains. Qui est à la tête de ce label. Qui est à la tête de ce label Oui. et qui, je peux vous dire, puisqu'on a bien sûr rencontré l'ANSSI en amont pour présenter notre projet, et on a eu un retour extrêmement positif de l'ANSSI sur le fait que, voilà, enfin, il y avait 4 acteurs qui allaient pouvoir... Mais alors, qu'est-ce que vous lui répondez quand il dit ça? On lui répond aujourd'hui que il a raison de le dire à l'instant T, maintenant que quand il y a 4 acteurs de cette taille et qui sont aussi complémentaires, qui se mettent ensemble avec les moyens financiers pour pouvoir y arriver, puisqu'il y a un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un peu d'argent qui soit dépensé si on veut vraiment jouer dans la cour des grands et avoir une ambition européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les relations qu'on a eues avec l'ANSSI, ils ont été convaincus, en tous les cas, que notre projet faisait beaucoup de sens. Et en tous les cas, on a on va dire un encouragement plus que chaleureux de l'ANSSI à poursuivre notre projet. Bon, Donc, alors, à nous maintenant de faire le nécessaire pour démontrer qu'on va être capable de construire cette offre, puisque là, on est au début de l'aventure. Mais en tous les cas, on a vraiment cette ambition-là. Et ces 4 acteurs, j'insiste vraiment là-dessus, ont une vraie conviction sur les enjeux de souveraineté. Et une fois encore, on est vraiment sur des sujets très ciblés et on n'est pas du tout pour pouvoir offrir une offre qui soit généraliste pour tous les acteurs du marché. Donc on va vraiment se concentrer et apporter des éléments de preuve étape par étape. Bon, très bien. En tout cas, vous êtes très attendus, y compris par Jean-Noël Barrot et Bruno Le Maire, qui ont déclaré les espoirs qu'ils fondaient sur cette nouvelle alliance. Et puis, important aussi pour vous, le SIGREF, qui représente les directeurs des systèmes d'information du CAC 40, en gros. Donc, ça fait quand même, si vous avez la commande publique plus le CAC 40 avec vous, a priori, ça devrait marcher. Mais il y a encore une étape à passer, c'est l'autorité de la concurrence. Oui, comme tous ceux qui se lancent dans de telles aventures, il y a un processus. Voilà, je ne suis pas inquiet sur. Dans tous les cas, nous, on pense que la société sera réellement créée le 1er janvier 2023. Et puis, entre aujourd'hui et le 1er janvier 2023, on est déjà en train de travailler sur la roadmap technologique qui va nous permettre de pouvoir relancer des services dès 2023. Eh bien, très bien, Olivier Vallet, vous viendrez chez nous alors le 1er janvier 2023. Avec grand plaisir. Je rappelle donc que vous êtes le président directeur général de DocaPost et donc tête de file de cette alliance dans un cloud 100% français. Alain Staron, j'ai pas eu le temps de vous donner la parole parce que sinon on n'aura pas le temps de débriefer ensemble des autres actualités. C'est parti pour le débrief. Le débrief de l'actu, ça démarre dans Smartech avec Alain Staron, cofondateur d'Artifil et son regard disruptif. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Et nous sommes également avec Julien Pillot. J'espère que la connexion fonctionne. Économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, groupe Omnes Éducation. Bonjour Julien, est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Bonjour Delphine, ça fonctionne. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent physiquement en plateau avec vous. Bon, nous, on ne vous entend pas très bien en revanche. Donc, on va voir, peut-être qu'on va passer en mode téléphone à l'ancienne. Le premier sujet que je voulais commenter avec vous, c'était cette idée de créer un institut français du métavers. Est-ce que vous me dites excellente nouvelle ou alors non, vraiment, mais c'est n'importe quoi, il faut arrêter là. Alors ni l'un ni l'autre. Non, j'ai envie de dire... wait and see. Vous demandez à des gens dont le métier est de faire des instituts ce qu'ils pensent du métavers, ils proposent un institut. Malheureusement. Et si vous regardez comment se développe le métavers, il ne se développe pas sur la base d'instituts. J'ai peur que l'institut arrive un peu en avance de phase. Alors on donne souvent l'IRCAM comme modèle. C'est ce qui est recommandé par le rapport. Mais c'est un rapport fait par des gens qui commandité par le ministère de la Culture et de la Transition numérique au début de l'année. Et ils disent effectivement il y a un modèle qui fonctionne bien, c'est l'IRCAM avec cette collaboration entre les chercheurs et les artistes. Et on travaille sur les arts immersifs, on peut le faire au sein d'un institut. Mon premier sujet, c'est est-ce qu'on va réussir à faire des métavers européens? Et l'Institut ne va rien apporter là-dessus. L'Institut, il est très bien pour cadrer de la créativité, de la création, sur des systèmes, sur des plateformes qui commencent à être un tout petit peu mûres. Là, on sait qu'il y a encore 10 ans avant d'avoir un métavers digne de ce nom, avec une expérience qui intéresse les gens. C'est Zuckerberg qui le dit, le patron de Meta. Donc, s'il faut encore 10 ans pour avoir quelque chose de crédible et d'utilisable, la création avance. C'est comme si on disait, on va s'intéresser à la peinture, mais pour l'instant, on a que le noir et blanc. Alors Julien Pillot, ce sera par téléphone, je crois qu'on va vous faire réagir. Julien, quel est votre regard sur l'idée de créer un institut français du métavers?
J'ai un sentiment assez mitigé. Il y a des points que je trouve très intéressants et des dimensions que je trouve un peu plus étonnantes dans cette proposition. Mais la première réaction à chaud que j'ai eue, c'est que j'ai vu que c'était un espèce de fourre-tout qui est destiné en fait pour l'instant à ne fermer surtout aucune porte. Dans ce rapport, on trouve de tout. On trouve des avatars, on parle des jumeaux numériques, des cryptoactifs, casques de réalité virtuelle, combinaisons haptiques. En fait, on a l'impression que on a une espèce d'inventaire à l'après-vert qui consiste à dire, ok, on est sur un état des lieux qui nous permet de voir à peu près ce qui se passe à la fois sur le côté hardware et sur le côté software. On se ferme aucune porte, mais pour l'instant, on en reste à un état très descriptif, sans aller vraiment dans le côté plus opérationnel et surtout sur la priorisation des enjeux stratégiques. Voilà, là c'est la première réaction à chaud que je peux avoir, et puis après on peut éventuellement rentrer dans le détail, Delphine, si vous voulez. Alors, après, il y a quand même la question de ne pas arriver trop tard, de travailler quand même pour trouver... La recherche, c'est important pour trouver des pistes sur ce que va devenir ce métavers, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, inciter la recherche, c'est plutôt une bonne chose, de se dire, pour une fois, on va essayer d'être en avance de phase, Julien. Ce n'est pas un chercheur qui dira le contraire. Et l'une des dimensions que je trouve particulièrement intéressante dans ce rapport, c'est son ouverture clairement pluridisciplinaire. On est face à un rapport qui comprend que pour pouvoir éventuellement faire quelque chose d'efficient et stratégique dans le métavers, on aura besoin pas uniquement d'ingénieurs et de data scientists, mais on aura besoin de tout un tas de disciplines complémentaires telles que l'économie, telles que la psychologie, les neurosciences, la sociologie. Et ça, c'est un vrai point fort de ce rapport. Et on sent d'ailleurs derrière ce rapport qu'il est marqué d'une espèce de réminiscence d'un traumatisme qui reste très très fort et qui hante encore aujourd'hui le régulateur. C'est le côté... On n'a pas réussi à créer un champion européen ou français de l'Internet 2.0 et on n'aimerait pas effectivement prendre du retard à ce niveau-là dans le Web 3.0. Et de l'autre, on a aussi échoué à créer pour l'instant un vrai cloud souverain au niveau européen qui sont en capacité justement d'assurer la souveraineté stratégique des données des citoyens européens et également des institutions européennes. Oui, et on sent que ce rapport ça c'est vrai. On est traumatisé, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse à un traumatisme d'innovation. On pêche par déficit d'innovation parce qu'on ne sait pas la gérer, c'est pas un commande d'innovateur. Je pense que la France et l'Europe est largement au niveau de la Chine d'une part et des États-Unis de l'autre. Le sujet, c'est toute la chaîne pour arriver d'une idée, pour partir d'une idée, d'arriver à une création de quelque chose d'au moins européen et pas tout petit. Bon, deuxième actu du débrief. On va parler de Netflix et puis là, ça y est, l'arrivée d'un abonnement avec la publicité. Quel est l'intérêt ? C'est qu'on va le payer moins cher, ce sera un abonnement à 6 €, mais on va quand même payer et en plus avoir des publicités qui vont arriver pendant qu'on regarde des séries, des films. Alain, est-ce que vous pensez que ça peut marcher, ça, cette formule ? Pour le coup, c'est un vrai sujet très compliqué sur lequel on n'a pas la réponse. Il va falloir attendre de voir. Pour voir les grandes masses, Netflix, aujourd'hui, c'est 10 millions d'abonnés en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand est-ce qu'ils ont dépassé Canal. C'était il y a 3 ans. Ouais, je parle de 3 ans. Ça va très très vite. Ouais. Ça va très très vite. Et aujourd'hui, en termes d'audience, déjà en 2019, en termes d'audience, Netflix, c'était France 5. Donc, il faut arrêter de séparer le streaming de la chaîne, des chaînes de télé, c'est pareil. C'est bien mélangé. Bien. Donc, c'est très gros, ça a une vraie place. Maintenant, ils ont 10 millions d'abonnés foyers sur 23 millions, donc 40% de pénétration. Ils disent, on baisse les prix, donc on va augmenter notre pénétration. Je ne sais pas où est le plafond de verre, mais on n'a jamais vu un pays avec 100% d'abonnés à n'importe quel système que ce soit. Donc, on connaît bien l'élasticité au prix, elle a forcément une limite. C'était des marchés au prix. Donc 6 €, c'est moins cher, parce que ça va se déployer beaucoup. Mais 6 €, c'est le prix aussi de lancement, je crois, de Disney et enfin des concurrents. Parce que là, en fait, Netflix a peur de la concurrence qui arrive. C'est plus le petit dernier que tout le monde chérit. Quand on regarde Amazon, alors Netflix, 28% de part de marché, Amazon Prime, 24%, Netflix stable, Amazon Prime baisse, et effectivement, Disney, qui est à 19%, monte. Et Canal, pardon, est à 9%. Bon, donc c'est bien, bien loin derrière. Oui. Après, je baisse le prix, je mets de la pub, et la question, ça va intéresser qui ? On a déjà 10 millions de gens. Est-ce qu'ils sont... Alors, en gros, la question, c'est je peux économiser 36 € par an. Si je suis un foyer qui a besoin d'économiser 36 € par an, est-ce que je suis dans la cible des clients potentiels, des annonceurs ? Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'un annonceur va arriver à venir sur Netflix au début ? Forcément, parce que c'est Netflix. Mais si c'est pour des plus petits annonceurs aussi, peut-être. Ouais, sauf qu'à 49 € le coût au 1000, on est à des années-lumière de ce qui se passe sur les chaînes thématiques. Donc, c'est extrêmement cher, c'est très quali. C'est en revanche, dans l'autre sens,
les jeunes ne sont plus à la télé. Les jeunes sont devant Netflix. C'est 30%, 32% des 15-24. Sauf que les 15-24, ils n'ont pas de pouvoir d'achat encore. Donc, je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué. Je ne suis pas du tout sûr que l'équation économique y soit, aussi bien en termes de croissance d'abonnés, parce qu'ils sont déjà très hauts, qu'en termes de développement de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, il faudrait qu'ils fassent, pour compenser autant à 60% de conversion, il faudrait qu'ils fassent autant de chiffre d'affaires que le groupe France Télévisions. Julien Pillot, une réaction là-dessus sur cette baisse des prix chez Netflix, mais qui en contrepartie impose quand même d'avoir de la publicité, des coupures publicitaires. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? C'est un bon modèle? Alors déjà, juste pour compléter les propos d'Alain, les plus jeunes, donc les 15-24, ne sont déjà plus devant Netflix. Il y a des études récentes qui tendent à démontrer qu'ils ont substitué Netflix à d'autres formes de divertissement audiovisuel, et notamment les réels sur Instagram ou les vidéos courtes sur TikTok. Donc là, c'était pour la parenthèse. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Netflix a un vrai problème stratégique. Contrairement à ses grands concurrents sur le marché du streaming, Netflix n'est pas diversifié. Donc il tire tous ses revenus de sa capacité à attirer des abonnés et à les monétiser, que ce soit directement par des abonnements ou de façon indirecte maintenant à travers de la publicité. Il va se poser exactement la question que posait Alain à l'instant, c'est-à-dire quelle est la capacité à Netflix de pouvoir attirer des annonceurs par rapport à sa cible de clientèle fidèle. Et il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que Netflix est aujourd'hui dans l'urgence. Il y a ce côté absence de diversification, pression concurrentielle qui est très forte, mais il y a aussi une augmentation des coûts, notamment les coûts de création de contenus originaux qui ont tendance à exploser. On a dépassé la barre des 20 milliards de dollars annuels quand il y a 10 ans en arrière, on était plutôt aux alentours de 7-8 milliards. Donc vous voyez, il y a une inflation très forte à ce niveau-là. Le coût de l'énergie, qui est un centre de coût très important pour les acteurs du streaming, parce qu'il faut alimenter des gros serveurs distants, lui aussi a tendance à augmenter. Et en fait, tout ça crée un espèce d'effet de ciseau si vous n'êtes pas capable de mieux monétiser votre base d'abonnés. Donc aujourd'hui, on a cette problématique-là. Et une dernière problématique qui se pose aussi du côté de Netflix, c'est que Netflix a alimenté sa croissance sur les marchés étrangers. Mais les marchés étrangers, il ne vous aura pas échappé qu'ils ne payent pas leurs abonnements en dollars. Or, aujourd'hui, avec un dollar très fort, Netflix perd en compétitivité au niveau du taux de change, ce qui fait que chaque abonné que Netflix gagne ou conserve à l'extérieur des États-Unis d'Amérique est un abonné qui lui est moins rentable du fait de ce dollar fort qui implique un taux de change qui lui est défavorable aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons-là, Netflix est obligé de bouger et très vite. Obligé de bouger, mais est-ce que ce sera la bonne formule? Et du côté des annonceurs, ça c'est ce que j'entends de ce que vous me dites, et du côté des utilisateurs, c'est pas gagné non plus. On passe à l'autre actu du débrief. On va parler d'Amazon cette fois. Amazon qui se lance, ça y est, vraiment dans le paiement par paume de la main. Alors, donc c'est une reconnaissance biométrique, ça va être très rapide. La première fois, il faut juste avoir un lecteur dédié dans le magasin. La première fois, on se connecte sur ce terminal de paiement avec son numéro de téléphone ou son abonnement Amazon. Ensuite, on insère sa carte bancaire, puis on fait identifier la paume de sa main, donc reconnaissance biométrique. Ça, c'est pour la première fois. Visiblement, ça prend 1 minute. Et ensuite, quand on retourne dans ce magasin avec cette borne de paiement, eh bien, il suffit de passer devant cette borne et de passer la main dessus pour que le paiement s'enclenche. Donc c'est hyper rapide, c'est plus rapide que le sans contact avec son téléphone et sa carte bancaire. Vous vous dites génial ou au secours? Plutôt génial. En fait, plutôt génial. La biométrie, ça vous fait pas peur, vous? Non, parce que c'est l'air du... Enfin, on y va. Enfin, ouais. Aujourd'hui, vous passez à la frontière, vous ne montrez plus rien. Enfin, à Dubaï depuis longtemps, à Roissy maintenant. Enfin, ce sont des autorités, on n'est pas dans un petit magasin de quartier. Oui, mais quelque part, c'est très bien d'avoir des innovations qui ne servent pas qu'à l'autorité, qui puissent se répandre partout. C'est comme ça qu'elles doivent être encore plus efficaces. Les Indiens ont biométrisé 100% des pupilles des Indiens. Et c'est intéressant, c'est sur 1,5 milliard d'Indiens, il y a moins de 10 doublons. Parce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir des doublons quand même. Oui. Il y en a quand même quelques-uns, mais il y en a très très peu. Donc la paume, je trouve ça top. J'ai pas besoin de mettre ma tête devant. Chercher mon téléphone. En termes d'expérience utilisateur, c'est top. Et c'est pas étonnant que ce soit Amazon qui a fait Amazon Go. Amazon, c'est l'achat en un clic. C'est l'inventeur de l'achat en un clic. Moi, je trouve ça extrêmement, je trouve ça très très bien. Après, il faut évidemment toutes les précautions d'usage.
Mais on ne peut pas ne pas y aller. Donc là, ça va démarrer aux États-Unis. Ça s'appelle Amazon One. Ce sera dans les commerces du stade de foot américain de Seattle. Donc c'est là où il y a beaucoup de monde. On n'a pas le temps et c'est vrai que ça apporte un plus en termes de fluidité quand il y a du monde. Julien Pillot, votre regard là-dessus, sur l'arrivée de la biométrie qui se banalise complètement finalement? Absolument. Alors moi, je ne serais pas du côté génial, mais je ne serais pas du côté au secours non plus. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus nuancé, mais effectivement, il y a des problématiques d'intrusivité qui vont se poser parce qu'on parle de données qui sont ultra sensibles. Les données biométriques, c'est l'intimité de l'individu. Et puis, on se souvient aussi qu'en matière de cybersécurité, Amazon a démontré quelques faiblesses en fait déjà par le passé. On se souvient de Bob Diachenko, ce chercheur de Security Discovery, qui en mars 2020 avait révélé qu'une base de données d'Amazon Web Services avait été disponible pendant plusieurs jours sur le web et avait pu être exploitée par des intérêts tiers et parfois malveillants. Mais si je dois quand même ajouter un petit bémol à ce premier constat qui n'est pas très très reluisant, c'est déjà d'une part, en France, on a la CNIL, et la CNIL veille au grain. Et aujourd'hui, l'utilisation de données biométriques, pour être autorisée, elle doit faire l'objet d'une justification très solide de la part des acteurs qui entendent les utiliser. Il n'est pas sûr que la question de paiement sans contact soit une justification très solide aux yeux de la CNIL. Il y a aussi le Digital Services Act, dont on a déjà parlé sur votre antenne, Delphine, qui va accorder une surveillance vraiment accrue aux acteurs du numérique et qui pourrait donner, le cas échéant, un arsenal complémentaire pour le législateur si jamais il y avait des utilisations qui étaient bien peu parcimonieuses de données très très sensibles. En revanche, effectivement, là où je rejoins Alain, c'est qu'il y a quand même un point fort lié à cette technologie et à son déploiement, c'est qu'il y a tout un tas d'endroits où il faut encore fluidifier les paiements pour aller plus vite, parce qu'il y a des phénomènes de congestion. Et cette ultra-rapidité, pour moi, elle est vraiment adaptée à des lieux de massification des transactions. Il n'est pas étonnant que les premières expériences aux États-Unis se situent dans ce type de lieu, c'est-à-dire dans les stades, dans les salles de concert, dans la grande surface alimentaire, parce que ce sont des endroits où, effectivement, il y a des phénomènes de congestion qui créent des inefficiences. Et là, on peut avoir une bonne réponse. Si l'usage fait ses preuves et rencontre vraiment une demande des utilisateurs, ça va cartonner. S'il y a des premiers problèmes de sécurité, là, tout va s'arrêter. Tout est dans l'exécution. Dernière grande actu sur laquelle je voulais vous faire réagir. C'est un parti pirate qui est dirigé par une IA, c'est-à-dire qu'on a Leder Lars qui est à la tête, donc c'est une intelligence artificielle qui est à la tête d'un parti qui s'appelle le Parti Synthétique. En fait, c'est un parti politique qui se positionne surtout pour tous ceux qui ne votent pas, pour mobiliser la société autour des questions de la place de l'intelligence artificielle, comment vivre et travailler demain avec des IA. C'est mené par un collectif d'artistes, Computer Labs, mais a priori, il n'y aura pas de bulletin de vote quand même pour ce parti aux élections au Danemark. Que pensez-vous de cette initiative? Parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas finalement, non? Une IA pour faire des propositions à un parti politique. Ce que je trouve très malin, c'est le côté je vais prendre les 20% de gens qui ne votent pas. Ouais. Donc, ça, c'est à la Coluche, en fait. C'est une initiative qu'on peut rapprocher de cette époque-là. Oui, sauf que c'est l'opposé de Coluche qui était incisif, vertical. Là, c'est horizontal. C'est-à-dire, je collecte tout ce qui ne va pas, enfin, tout ce qui les demandes des gens qui sont frustrés, qui sont dégoûtés, d'ailleurs, qui ne vont pas voter. J'essaie d'en construire un modèle. Donc, l'IA est pas mal pour rassembler et construire. Après le modèle, l'IA, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, oui. Une des premières propositions, c'est je fais un salaire minimum universel à 2 fois le salaire médian danois. Ouais, moi je vote pour. Donc on voit bien qu'il manque un certain nombre de choses. Ça va évoluer, je pense que ça va mettre énormément de temps avant d'être crédible. Enfin, ça va faire du populisme. C'est très facile de proposer des trucs qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas réalisables, puisque l'IA n'a pas intégré l'ensemble des problématiques pour faire une conduite politique. Après, ce qui est perturbant dans ce que j'ai lu, c'est que les gars, ils vont au bout de l'exercice, ils arrivent à avoir un programme qui était un peu la route, il y aura peut-être des experts derrière pour ficeler un peu le truc. Mais après, donc, on va pas voter évidemment pour. Non, ils se présentent pas vraiment. Non, mais on va voter pour des individus qui se décrivent comme étant des médiums pour l'IA. C'est un peu la petite d'Elf. Ouais. Et là, je sais pas où on va. Des individus qui seront dans le métaverse. Ou pas, mais ou pas. Si on vit tous dans le métaverse. Non, mais c'est des gens qui diront moi je ne suis rien. On votera pour un clone. Je ne suis que le représentant d'une intelligence supérieure. C'est la même intelligence. Mais c'est vrai que ça veut dire que finalement, on se dit l'homme est défaillant, pourquoi pas parier sur des IA. Sauf que on va faire réagir Julien quand même. Ouais.
Excuse-moi, Julien. Aucun problème. Moi, en fait, ça m'a fait penser à Tangview. Vous savez, cette entreprise chinoise qui s'appelle NetDragon Websoft, qui a récemment déclaré qu'elle avait placé une IA à la tête de l'entreprise. Alors, dans le cas de l'entreprise, ensuite je reviendrai sur le cas du parti, mais dans le cas de l'entreprise, on voit l'utilité potentielle, en fait, d'une IA qui peut prendre des décisions qui gagneraient en efficience, en rapidité, en rationalité, qui pourrait compiler l'ensemble des données d'un problème complexe pour chercher à réconcilier finalement à la fois les décisions managériales et stratégiques avec les objectifs réels de l'entreprise. Mais on voit aussi dans le cas de l'entreprise se dessiner certaines dérives en fait, notamment en matière de ressources humaines, discrimination à l'embauche, mais aussi le fait de prendre des décisions qui soient complètement déconnectées des aspects humains du problème. Vous savez, ces systèmes de valeurs qui n'ont parfois rien de rationnel quand on les interprète de façon mécanique, mais qui participent d'une certaine façon à la performance de long terme de l'entreprise et à sa culture. Dans le cas du parti politique, je crois que en fait, on est allé encore plus loin dans ce qui, pour l'instant, me fait plutôt penser à une vaste blague, parce qu'effectivement, comme l'a dit Alain, on a une espèce de magma de décision qui ressemble à une espèce de fourre-tout, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui de demander à une IA d'interroger la cohérence totale, ni l'efficience totale du système. Et pour l'instant, les échos qui me reviennent, c'est que les électeurs ne s'y trompent pas vraiment, parce qu'il y a très peu de signatures vous savez que là-bas, pour pouvoir se présenter, il faut un certain nombre de signatures. Je crois que c'est 20 000 signatures pour pouvoir se présenter. Bon, pour l'instant, on en est très très loin de ce nombre de signatures, à ma connaissance. Et ça me fait penser que on a quand même un vrai besoin d'incarnation, en fait. Et que ce soit dans la politique ou dans le business. Et pour l'instant, ces IA ne répondent pas à ce besoin d'incarnation. Bon, puis derrière les IA, il y a des hommes de toute façon. On passe à vos actus, parce que là, on court après le temps quand même. Hein. Vous aviez remarqué cette semaine une actu en particulier, Alain ? Oui, l'annonce de la création d'une mine de lithium en France. Oui. Et là, c'est une vraie question majeure à poser. Hein. Le lithium, on en a besoin. On a besoin pour des voitures électriques, mais la mine, ça pollue. Et la voiture électrique, ça pollue aussi un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit les voitures thermiques parce que ça pollue pour mettre des voitures électriques. Mais pour les voitures électriques, il faut des mines de lithium et donc il faut faire du lithium. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai débat posé aux écologistes. Donc, moi, je me garderais bien de répondre. Et je dis simplement, il va falloir se déterminer. On ne peut pas juste être contre tout. Donc moi, je trouve que ce truc est bien posé et j'aimerais bien que l'ensemble des écologistes de la Terre se déclarent, mais avec toutes les conséquences que ça veut dire. Votre actu, Julien, cette semaine ? Choisir la même qu'Alain, mais en fait, je vais parler de TikTok. En fait, on a eu une conférence qui a été organisée par Fortune et dans laquelle le vice-président de Google Search a lâché vraiment une petite bombe. Il faut se figurer que 40% des jeunes Américains n'utilisent déjà plus les moteurs de recherche traditionnels, tels que Google, Bing, Yahoo, etc., pour faire des recherches locales et sociales. Alors, en fait, pour nous, pour notre génération, on a pourtant un réflexe quasiment pavlovien. Quand on cherche un restaurant, une boîte de nuit, un bar sympa, une escape game, peu importe, on va chercher sur notre moteur de recherche les informations dont on a besoin, que ce soit des avis de consommateurs, des horaires d'ouverture, l'emplacement ou encore le numéro de téléphone. Et bien, pour les plus jeunes, aux États-Unis, eh bien, on se rend compte qu'ils préfèrent interroger directement leur communauté sur Instagram ou TikTok. Déjà parce que leur communauté partage les mêmes goûts et intérêts, leurs recommandations en fait sont perçues comme plus fiables que les milliers d'avis sur Google qui ont été rédigés parfois par d'affreux boomers, en tout cas des inconnus qui parfois ont plus de 40 ans, en fait des dinosaures. Et de l'autre parce que sur les réseaux sociaux, en fait, ils permettent de retranscrire plus fidèlement une ambiance, une expérience qui est recherchée par les jeunes générations. Tout ça grâce à quoi ? Grâce aux photos et aux vidéos. Il est alors plus simple en fait pour cette jeune génération de se projeter dans le lieu. Et en fait, ce problème, il est tout sauf anodin. D'un mot d'épine, en fait, pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Parce que ce problème n'est pas anodin. Parce que la recherche locale et sociale elle représente une énorme manne financière pour les moteurs de recherche qui font payer les établissements pour leur référencement et la redirection du trafic. Et donc la disruption que portent en creux TikTok et les autres doit être prise vraiment particulièrement au sérieux par ces acteurs-là. Merci beaucoup. C'était Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie. C'était aussi Alain Staron d'Artifil et Olivier Vallet de Docapos, le nouveau chef de file de cette alliance Choc dans le cloud 100% français. Juste après la pause, je vous fais découvrir une nouvelle application.
Vous êtes bien de retour sur le plateau de Bismart. Ici, on parle d'innovation, de nouvelles technologies, de ces débats de la société numérique. Et puis, on découvre aussi des nouveautés à tester, pourquoi pas ce week-end. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle application que va nous dévoiler Antoine Sureau. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le responsable marketing, communication et aussi nouveau projet de l'aquarium Sea Life. Cet aquarium donc, est dans le 77. 2250 animaux marins et d'eau douce à y découvrir, 350 espèces en tout, 50 bassins avec un voyage thématique sous-marin. Et puis votre actualité, c'est le lancement d'une application. Elle s'appelle Seascan et elle permet de reconnaître automatiquement les animaux marins qu'on va croiser dans votre aquarium ou qu'on va croiser dans la rue. Alors, enfin, dans la rue ou sous l'eau, chez nous, je veux dire, quand on va se balader ailleurs. Quoi. Non, dans l'aquarium, l'application, elle a été conçue et développée pour l'aquarium Sea Life Paris-Val d'Europe. D'accord. Qui est donc la première application de reconnaissance des espèces marines au monde. Voilà. Mais parce que quand on voyage dans un aquarium, on a déjà le nom des poissons qu'on croise. C'est ça. En fait, on a les fiches espèces. À quoi va servir l'application ? On a les fiches espèces qu'on va avoir dans quasiment tous les parcs animaliers, à côté de chaque enclos ou chaque bassin. Et en fait, on s'est rendu compte que ces fiches avaient leurs limites et qu'on voulait apporter dans l'expérience client quelque chose de plus pédagogique, plus ludique, qui permettait de sensibiliser et pourquoi pas de faire jouer un petit peu de façon fun les visiteurs. Et donc, on a cherché à réinventer ces fiches espèces. Et on a eu assez rapidement l'idée, donc il y a un peu plus d'1 an, d'utiliser le smartphone pour ça, parce qu'on a entre 70 et 80% de nos visiteurs qui utilisent leur smartphone pendant la visite. Et en fait, on s'est rendu compte que l'application qu'on voulait lancer n'existait pas. On a trouvé des applications de reconnaissance de plantes, de rochers, mais alors c'est vrai que c'est un marché de niche, hein, les aquariums. Et donc, il n'y avait pas d'application qui existait. Et on a reçu, quelques jours après le début de nos recherches, un mail d'une toute petite start-up qui s'appelle Tico, qui a été créée par 3 jeunes ingénieurs de l'ECE à Paris, qui ont lancé comme projet de fin d'études un modèle de reconnaissance des espèces marines. Ce sont 3 passionnés. Donc pas uniquement limité donc aux espèces qu'on trouve dans votre aquarium. Alors, au départ. Au départ, non. Au départ, ça n'a pas été conçu pour nous. Le projet, leur idée de départ n'était pas pour nous. Et en fait, ils ont lancé leur projet de fin d'études et ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui pouvait s'appliquer dans le milieu aquatique et surtout dans les aquariums. Donc, ils ont démarché quelques aquariums et nous, on a foncé. Donc là, ça permet de resserrer un peu le champ de l'identification sur un certain nombre d'espèces. Enfin, il y en a quand même 350 à identifier. Qu'est-ce que vous ont appris les phases de test ? Ça nous a appris à simplifier ce qui était complexe. Parce qu'en fait, l'aquarium, c'est un milieu qui est assez complexe. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un milieu très sombre. Comme son nom l'indique, on travaille avec des êtres vivants. Donc, les êtres vivants, ils bougent. Donc il faut être capable d'apprendre à l'intelligence artificielle, peu importe l'emplacement de l'espèce dans son environnement, avec un décor différent, avec des lumières différentes, avec des bassins différents. C'est-à-dire qu'entre 2 bassins, vous pouvez avoir des vitres classiques carrées, droites, mais aussi des bassins avec des effets un peu loupe sur les aquariums. Et donc tout ça, ça complexifie la façon d'utiliser la reconnaissance. Et donc c'était le travail qu'on a fait pendant 1 an, de chercher à simplifier au maximum l'application pour qu'elle soit la plus simple possible à utiliser. Et donc, quand on entre dans l'aquarium Sea Life, on charge l'application. C'est ça. Et il y a quelque chose de ludique. Enfin, vous avez apporté des animations pour les visiteurs les plus jeunes. Oui, on ne voulait pas juste reproduire les fiches espèces de l'aquarium, ce n'était pas du tout le but. En fait, l'application, elle est pédagogique, fun et elle sensibilise. En fait, dans la partie fun, on a pu inclure toute une partie gaming. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous téléchargez l'application à l'entrée de l'aquarium, elle fonctionne sans Internet, ce qui est très important pour un aquarium, et elle est disponible en 7 langues. Donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Donc vous téléchargez l'application, ça se lance très rapidement. Et ça va déclencher votre appareil photo, vous scannez l'espèce, et donc là, vous avez la fiche espèce. Juste parce qu'on court après le temps ce matin. Ça marche. Un exemple justement de côté ludique, de petite application sympa ?
Alors, vous avez dans l'application, vous avez l'Aquadex, qui est un dérivé pour les fans de Pokémon du Pokédex. Et en fait, c'est ce qui va référencer toutes les espèces que vous avez déjà scannées. C'est un peu votre collection. D'accord. Et vous avez des quêtes et des badges à débloquer, ce qui va être le côté vraiment gaming de l'application. Bon, ben moi, j'incite tout le monde à tester cette application dans votre aquarium. Merci beaucoup, Antoine Sureau, responsable, donc, nouveau projet de Sea Life. À suivre dans Smart Tech ou va le web. Et donc, dans notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet, aujourd'hui, Eva Bensadi va nous parler de l'impact environnemental que pourrait avoir le métavers. Quel est l'impact du métavers sur l'environnement? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. On en parle tous les jours ensemble. L'univers virtuel et immersif a la capacité de bouleverser nos usages. Nous pouvons déjà y faire des réunions, aller à des concerts, faire du sport. On pourra demain y faire ses courses ou visiter son futur appartement. Mais au-delà d'un projet qui réjouit autant qu'il inquiète, le métavers pourrait avoir des conséquences sur notre planète. Meta, le nouveau nom de Facebook, et son fondateur mythique Mark Zuckerberg espère qu'1 milliard de personnes seront d'ici 2030 des utilisateurs réguliers du métavers. Ça en fait du monde connecté en même temps. On chiffre déjà l'empreinte carbone du numérique à 4% de nos émissions de gaz à effet de serre, selon l'étude Green IT. Et ce chiffre pourrait donc augmenter si cet univers 3D se généralise. La principale source de solutions pour un futur métavers, comme pour le numérique actuel. D'ailleurs, les équipements des utilisateurs, très loin devant. D'ailleurs, le stockage des données. Et oui, les casques de réalité virtuelle, les ordinateurs, etc. laissent une empreinte non négligeable sur l'environnement. Demain, ces équipements et d'autres qui n'existent pas encore pourraient accentuer la pollution liée notamment à l'extraction et à la transformation de matériaux rares. Bon, il est difficile pour l'instant, vous l'aurez compris, de véritablement calculer l'impact et l'empreinte environnementale du métavers. On s'attend à un surplus de pollution, mais de quel ordre? La question reste en suspens. Ça m'amène maintenant à cette question. Le métavers serait-il forcément une mauvaise nouvelle pour la planète? En 2020, une conférence en ligne a rassemblé des centaines de chercheurs et ils ont calculé que si la conférence avait été organisée en physique à San Francisco, en l'occurrence, elle aurait été 66 fois plus polluante. Un gain qu'on peut aussi retrouver du côté des loisirs. C'est un analyste spécialisé dans l'environnement qui a publié un article dans le magazine The Breakthrough Institute en avril 2021. Il compare le coût carbone d'une randonnée virtuelle à la montagne avec le coût carbone de la même balade, mais dans la vraie vie. Rien que le trajet en voiture pour rejoindre le chemin de randonnée est beaucoup plus coûteux en empreinte carbone que des heures de jeu en ligne. Alors, bon ou mauvais pour la planète? Eh bien, un peu des deux. Une chose est sûre, les entreprises qui veulent investir le métavers devront sûrement réfléchir à l'intérêt de leur présence et adopter des usages et des comportements responsables. C'était Smart Tech. Merci beaucoup à Antoine Sureau qui nous a fait découvrir l'application Seascan. Seascan qui ne fonctionne que dans votre aquarium. Sea Life en Île-de-France. C'est près de chez Mickey d'ailleurs. Tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Et je vous donne rendez-vous très bientôt parce que ça va être les vacances scolaires. On va vous passer des best-of.